retiens ce beau mot de confiance. Effectivement, on a le sentiment de cette profonde confiance que vous avez envers l'humanité au cours de ce voyage. Et on va voir qu'elle ne sera pas déçue. Vous poursuivez ce voyage et il y a une autre rencontre que j'ai trouvée absolument marquante qui vous a interrogé, peut-être bousculé aussi, sur votre besoin de solitude. Vous êtes un solitaire, on le perçoit dans vos lignes. Vous êtes surtout quelqu'un d'une grande liberté que vous affirmez, cette liberté qui va de pair avec cette confiance, ce sentiment de confiance au monde qui vous permet d'apprécier à côté de tout ce que le monde a à nous offrir. C'est vraiment cette confiance et cette liberté qui vous aide dans cette perspective. Pour autant, ce voyage, vous le disiez, était là pour vous bousculer et un certain Kaloun met véritablement le doigt sur cette tension entre ce besoin de liberté, de solitude, mais le sentiment d'isolement que cela peut produire également. Oui, c'était une personne mystérieuse qui est apparue un moment, deuxième moment, il n'était pas là. Je me demande souvent si j'ai rêvé de cette personne ou pas. Ou si c'était Mais le diable peut-être, hein, parce qu'il allume un peut-être feu comme aussi. ça. Mais il était en train de faire la pêche à la mouche dans le Mississippi, ce qui est impossible. Donc, je me suis approché à lui pour avoir une petite conversation. Et on a parlé de beaucoup de choses, en fait. Mais, pour en revenir un peu vers le fait que je m'aime beaucoup, c'est pas une question de m'aimer égoïstiquement. Je ne parle pas de ça. Je parle de la personnage. Je parle d'une personne qui a la confiance d'approcher aux étrangers sans peur, avec, comme j'ai fait avec Calhoun. C'était une personne qui faisait son truc tout seul. Est-ce que je peux m'approcher à lui ou est-ce que je peux m'approcher à Emily ou d'autres personnes aussi? Donc, la personne qui entre dans le fleuve Alekitaska, il était très timide. Il ne voulait pas vraiment. C'est pas que je ne voulais pas parler avec des gens, mais avec une distance. À la fin de ce voyage, après les rencontres avec Calhoun, avec Don, avec Emily, avec toutes les personnes que je croisais, les gens que j'ai aidés dans les bayous de Louisiane, j'ai su que j'avais une force qui était invisible avant, que je ne savais pas que j'étais si approchable ou que j'approchais les gens si facilement. C'est grâce à ce fleuve et grâce aux gens comme Calhoun que j'étais capable de le faire. Mais avec, et je reviens dessus, avec quand même des interrogations très fortes sur la solitude. Vous aviez voulu faire ce voyage seul. Vous avez eu très très brièvement, je ne vais pas dire qui c'est, mais un compagnon de voyage, mais qui a vite renoncé. Mais ce livre s'appelle bien Mississippi Solo. Et c'est vrai, c'est aussi une réflexion sur sur la solitude, sur le sur le besoin de l'autre aussi, la solitude, le besoin de l'autre, le fait de savoir accepter de recevoir également, et peut-être aussi une réflexion sur la trace que nous laissons mutuellement dans la vie les uns des autres. Oui. Pour moi, ça c'est capital, c'est très important. Mais la solitude pour moi était très importante aussi. Et la personne dont vous parlez, qui a abandonné après une journée, c'était mon frère. Et évidemment, il voulait partager ce voyage une fois que je suis expliqué, que je lui ai expliqué à quel point c'était un merveille. Il voulait participer, mais il a vu tout de suite que c'était pas son truc et il a abandonné. Et j'étais heureux qu'il a quitté le canoë aussi. Après le temps de Minnesota jusqu'à Saint-Louis, étant tout seul, j'étais dans une sorte, un bulle, même si je sors de la bulle de temps en temps pour parler avec d'autres gens, j'étais protégé dans ce bulle, avec mes pensées, avec mes sentiments. Je n'avais pas besoin à penser à mon frère qui était bavard, qui était nerveux, qui avait peur de chaque bruit qu'il a entendu.
Et je voulais qu'il parte qu'il quitte mon canoë pour me remettre dans les bulles d'isolation. Parce que dans l'isolation, on a la possibilité de voir plus clairement sans les influences des autres personnes. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre la solitude et le besoin de l'autre, parce qu'on a besoin des autres personnes. Mais en même temps, la solitude est très importante pour voir qui on est, qui je suis, en relation avec les autres. Et le moment qu'on reste toujours dans un groupe, on pense comme le groupe et on est plus ou moins comme le groupe. Mais une fois qu'on est seul, on peut voir comment moi je veux être vraiment et qui je suis vraiment. Donc cette isolation pour moi est très importante. Même si elle est parfois pesante, hein. Vous ne cachez pas les moments où vous en souffrez et très, très Bon, profond. on ne peut pas nier cette lourdeur de la solitude aussi, mais ça amplifie les moments où on n'est pas seul. Ça amplifie aussi les plaisirs d'être seul. Parce qu'il faut avoir un peu de douleur pour reconnaître à quel point le non-douleur est magnifique. Et puis, il y a aussi ces rencontres qui interrogent eh bien, cette fameuse question raciale que l'on applique, enfin, à laquelle on pense lorsque l'on pense aux États-Unis, avec ce fleuve qui en lui-même est porteur. Enfin, on connaît davantage son versant sud, lié donc à ce sud esclavagiste, ou encore aujourd'hui, comme vous dit votre ami Robert au départ de votre voyage, voilà, il souligne que vous partez d'un endroit où il n'y a pas beaucoup de Noirs, et vous posez d'ailleurs cette question, pourquoi y a-t-il si peu de Noirs au Minnesota? Et puis pour arriver dans ce pays, dans cet endroit où on ne les aime toujours pas beaucoup. Hein, voilà, partir d'un endroit où il n'y a pas beaucoup de Noirs pour arriver à un endroit où on ne les aime toujours pas beaucoup. Et je parlais tout à l'heure de nuances, car justement, votre livre permet d'approcher cette fameuse question raciale, je mets beaucoup de guillemets, mais cette fameuse question raciale avec beaucoup de nuances. Depuis ce Nord où vous êtes simplement un étranger, enfin dans le sens où vous êtes quelqu'un qui n'est pas de l'endroit dont vous partez, et où on vous regarde sans animosité, et où on est plutôt prêt d'ailleurs à aider celui qui voyage. Et puis, jusqu'à arriver, il y a un épisode où deux chasseurs dans le sud vous tirent dessus, vraiment. On sent que pour eux, vous êtes noir, vous êtes un gibier. Et puis, toutes ces autres rencontres où la serviabilité, la sympathie est réellement présente, où vous avez le sentiment enfin, que l'on voit vraiment l'être humain que vous êtes et non pas seulement sa couleur de peau. Et avec deux rencontres assez marquantes sur lesquelles aussi j'aimerais vous entendre, celle de celui que vous appelez votre ami le courtier en assurance, et puis un pilote qui s'appelle Don, et qui a aussi toute une vision des relations entre noir et blanc aux États-Unis. Qui sont ces deux hommes? Bon, le premier, c'était une personne que j'ai rencontrée dans un café dans le Wisconsin au petit déjeuner. Et quand on m'a demandé ce que je faisais, j'ai parlé de faire ce voyage en canoë le long du Mississippi. Et il a fait une petite blague, une petite blague, une petite blague sur, il m'a appelé parce qu'il y a eu une personne avec un blouson qui disait River Rat dessus. Et il m'a dit, au lieu de m'appeler un River Rat, je peux m'appeler un River Nigger. Et ça, c'était c'était offensé. Donc, je ne voulais pas m'engager avec une personne qui parle comme ça. En même temps, je ne voulais pas le laisser sans penser qu'il m'a blessé ou il peut blesser une autre personne avec un propos comme ça. Et ma réponse était de faire une sorte de blague au retour. Mais la façon que j'ai fait ce blague, lui a donné l'impression que il a été offensif. Et à cause de cette réaction à moi et sa réaction à ma réaction, on a eu une conversation finalement sur la question
raciale et autre chose. Et peut-être, je, je ne sais pas du tout parce que je ne suis pas venu depuis. Je ne l'ai pas vu depuis. Mais peut-être dans sa tête, il a maintenant une conscience, il est conscient de cette possibilité de dire des choses qui sont insensées et peut-être son comportement aurait changé. Ça serait bien. Pour parler de Don, Don avait déjà, il était dans le sud, dans l'Arkansas, je crois, dans l'Arkansas. Il était un pilote de towboat, de bateau de barge. Et on a, et bizarrement, pour une personne qui avait des propos un peu racistes, il était extrêmement généreux avec moi. Et quand je suis parti, déjà, il m'a laissé dormir dans son bateau. Quand je suis parti, il m'a donné tout ce qu'il avait dans les cabinets de cuisine. Une générosité énorme. En même temps, être raciste, probablement. Mais il a dit qu'il y a deux sortes de noirs, les niggers et les noirs. Comme si, puisque je suis éduqué, puisque je suis articulé, puisque je suis très droit dans mon comportement, peut-être il voyait une différence entre cette personne qui est noire et une autre personne qui est noire, qui est peut-être différente. Je ne sais pas, je ne peux pas être dans sa tête. Mais ça montre le paradoxe américain où les gens sont hyper sympas, principalement. C'est une chose que j'ai appris bien avant, mais aussi sur dans ce voyage. Les gens sont hyper sympas, en même temps qu'ils ont un comportement qui est souvent pas sympa, un peu raciste, un peu beaucoup de choses. Donc il faut voir à travers la personne et ses actes pour trouver la vraie personne qui est derrière. Et je suis sûr que souvent derrière les personnes, il y a une autre explication, il y a autre chose à chercher. Quand on parle de des deux bouseux, par exemple, je ne peux pas dire qu'ils étaient racistes. Je ne peux même pas dire qu'ils étaient menaçants. Peut-être ils blaguaient, je ne sais pas. Je sentais une menace. Mais est-ce que cette menace était vraie ou pas? Est-ce qu'ils ont dit ce qu'ils ont dit pour jouer? Je ne sais pas, je ne voulais pas prendre les risques non plus, mais maintenant, en réflexion, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est dans la tête des gens. La seule chose que je peux faire, c'est d'être moi, de réagir comme que j'ai envie de réagir ou comme je dois réagir. Laissons les gens font ce qu'ils vont faire. Et dans les deux réactions, les interactions, on peut trouver peut-être un juste milieu ou peut-être pas. Et de laisser les gens, comme j'ai fait avec les deux bouseux, laisser les gens à côté, complètement à côté, même de fuir, ou de m'approcher plutôt à Calhoun ou à Don ou à Emily ou d'autres personnes aussi qui étaient plus aimables dans le fleuve. Donc, laissez les cons et approcher des gens qui ne sont pas. Et puis, il y a cette réflexion par rapport au racisme. Autant il vous semble possible de le combattre personne à personne, comme avec Don justement, mais il y a aussi ce racisme qui existe et qui, face à la masse, vous dépasse. Donc, autant continuer d'être soi, au moins de trouver son chemin, d'arriver à s'adresser à ceux vis-à-vis desquels il est peut-être possible de déplacer le regard, et puis, comme vous dites, fuir lorsque ce n'est pas possible face aux masses, face aux deux bouseux, comme vous les appelez. Oui, mais pas sûr que si on peut éliminer le racisme en masse, parce que c'est peut-être quelque chose qui est dans l'humanité. Mais on peut le combattre individu face à un individu. Parce que là, on est plus ou moins nu devant l'autre. Et l'autre est nu aussi. Et on peut plus facilement trouver un accord, une relation, si on laisse tomber
ce groupthink, ce que j'appelle le groupthink. Arrêtez de penser comme le groupe et de se voir comme un individu. Et je pense que si le combat du racisme peut exister, c'est dans cette rencontre une personne face à une personne. Peu à peu, ça va prendre beaucoup de temps parce qu'il y a 7 milliards de personnes sur cette terre, on peut le faire. Mais la chose principale que j'ai appris en faisant le Mississippi, c'est de sortir de ma boîte de confort et de rencontrer des gens face à face, une par une, et de voir ce que ça donne. Et d'arrêter la télévision principalement, parce que dans la télévision, il n'y a que des images qui sont très souvent négatives, qui donnent l'impression que le monde est... il faut avoir peur du monde. Et en faisant un voyage comme ça montre à quel point la peur, elle n'est pas nécessaire. Très bien. Alors, ce voyage, on n'a fait que l'effleurer. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'autres rencontres, beaucoup d'autres dangers, beaucoup de moments presque euphoriques. Hein. Je vais juste en citer un extrait. Après tout ce que j'avais enduré, dites-vous, toutes les beautés que j'avais contemplées, toutes ces souffrances, le fleuve m'appartenait. Je l'avais payé de mes épaules endolories, de mes genoux douloureux et de mon dos qui ne s'en remettait jamais, des sourires et des bons vœux reçus d'inconnus, trop précieux pour les laisser perdre, de 3200 kilomètres d'efforts, de jours de gloire, de nuits de paix et d'émerveillement et de dents cassées. Ce fleuve m'appartient. Donc ce fleuve et toutes ces rencontres, vous avez souhaité les garder dans ce livre, Mississippi Solo. Je rappelle que lorsque vous partez, c'est un écrivain qui part à bord, qui s'affronte lui-même en tant qu'écrivain. Comment avez-vous tout simplement consigné toutes ces rencontres? Est-ce que cela s'est fait, comme on dit, et là c'est vraiment le cas de le dire, au fil de l'eau, jour après jour? Comment, ou est-ce que c'est une réécriture a posteriori? Comment s'est déroulé le temps de l'écrit avec le temps, en alternance avec le temps de la pagaie? Déjà, je n'avais pas l'envie ou j'avais pas l'idée de faire un livre sur le voyage quand je suis parti. Le voyage, c'était pour moi, uniquement. C'était en faisant le voyage et après, peut-être après Saint-Louis, que j'ai pensé que, ça mérite une écriture. L'écriture s'est passée après le voyage, complètement après le voyage. J'ai pris des notes pendant, mais pas beaucoup. J'avais une petite magnétophone pour enregistrer quelques conversations, mais la plupart du temps, c'était moi, ma mémoire et mes sentiments, l'expérience que j'ai eue. Mais l'écriture, j'ai fait complètement après. Ce voyage, vous avez souhaité Alors, le livre lui-même a rencontré beaucoup de succès à sa publication, et c'est ce qui vous a permis de vous lancer, d'avoir cette reconnaissance, d'avoir déjà d'être publié et d'avoir une reconnaissance en tant qu'écrivain. Et plusieurs livres ont suivi, tels Harlem, Jupiter et moi, Paris en noir, et en noir et black, pardon. Donc ce livre vous a véritablement lancé, ce fleuve vous a véritablement apporté beaucoup en tant qu'écrivain. Et une trentaine d'années après, vous avez souhaité refaire ce voyage. Peut-être pouvez-vous nous dire en deux mots, on ne va pas tout défleurer parce que cela se trouve à la fin de votre livre. Quel regard différent avez-vous porté sur ce voyage? Pourquoi avoir voulu le refaire? Et qu'est-ce qui en avait été modifié? Ou alors avez-vous retrouvé cette même confiance, avez-vous de nouveau appris beaucoup sur vous-même? Premièrement, je voyais déjà de dire que j'avais 30 ans plus d'âge quand j'ai fait le deuxième voyage. Est-ce que cette personne plus âgée est capable de faire le même voyage, qui n'est pas d'ailleurs le même voyage? Mais en même temps, en voyant le pays après 2 mandats d'Obama et l'arrivée presque de Trump, parce que c'était un peu avant l'arrivée de Trump, mais on voyait que dans l'air, il y avait déjà un sentiment anti-Obama.
Et je voulais savoir, en fait, si les personnages, pas les personnes, mais ce comportement du pays, des étrangers que j'ai croisés la première fois, est-ce que je trouverais la même chose en faisant un deuxième voyage avec le anti-Obama dans l'air? Je Anti-Obama, voulais- c'était très fort. Vous le sentiez à ce point? Bah oui, 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 mais surtout dans la politique, c'était vraiment très fort. Le moment où il est devenu président, le leader des Républicains dans le Sénat a dit que le travail principal de nous, c'est d'assurer un seul mandat pour cette personne et de bloquer tout ce qu'il va faire. Donc, ils ont essayé de faire ça. Et en bloquant tout ce qu'ils voulaient faire, il y avait un sentiment chez le peuple que Obama n'était pas un bon président, il n'a rien fait. Et la faute reste avec les républicains. Mais dans l'air, c'était un anti-Obama, un président noir, et tout, et tout, et tout. Et peut-être, dans le sentiment des gens, il y avait une sorte de racisme. Et je voulais savoir si, en faisant le voyage une deuxième fois, j'allais rencontrer le racisme ou plutôt la même chose que j'ai trouvé la première fois. Et effectivement, j'ai trouvé même plus, les gens étaient même plus agréables la deuxième fois, qui montre à quel point la politique est la politique et les gens sont les gens. Peut-être aussi avec la confiance que j'avais après le premier voyage, j'approche le deuxième voyage différemment, avec plus de confiance, avec plus d'amour, avec plus de je ne sais pas quoi. Et les gens voient ça et reconnaissent que cette personne, il est agréable, on peut s'approcher à lui facilement. Je ne sais pas pourquoi, mais et peut-être que ça vient de moi, ça vient de ça, un mélange de toutes sortes de choses qui, qui me prouvent en fait que le monde n'est pas si malin que ça. Les gens sont bien. Ça nourrit votre optimisme, une vision optimiste de la vie, du monde. Soit optimiste, soit naïf, mais je suis les deux. Et je suis content dans cette bulle de naïveté et d'optimisme. Et comment cette bulle continue-t-elle de vous accompagner aujourd'hui où nous sommes justement assignés à résidence et où la rencontre avec l'autre, cette rencontre qui a été si précieuse pour vous, n'est plus, momentanément bien sûr, n'est plus possible? Mais il n'est plus possible, c'est juste à distance. Quand je vois les gens, surtout dans ce village où je connais pratiquement tout le monde, il y a toujours un mot à dire à un voisin. Mais même quand je fais les courses ou quand je fais quelque chose en public, au marché ou je ne sais pas où, c'est rare que je ne souris pas. J'étais à Angoulême il y a quelques semaines, je croisais des gens inconnus. Spontanément, je dis bonjour. Ils m'arrêtent pour demander pourquoi j'arrête des gens comme ça pour dire bonjour. Parce qu'ils ont une impression que les Charentais ne sont pas ouverts. Et on a parlé d'une chose, une autre chose. Et c'était comme ça qu'on fait pas seulement des rencontres, mais on traverse les barrières entre gens avec un simple bonjour. Et je touche les gens toujours. Quand je suis dans le supermarché, je touche l'épaule de quelqu'un. C'est agréable. Oui, c'est difficile maintenant à cause de Covid, mais ça va passer et je vais retourner dans cette façon de vivre dans cette bulle où je m'approche facilement à tout le monde. Bah, écoutez, c'est sur cette bulle de confiance, d'ouverture et de liberté que nous allons clore cet échange, et dit Harris. Et je vous remercie vraiment de nous avoir offert voilà, ce regard sur le fleuve, sur le monde, sur la relation à l'autre, et puis également sur Prinzac, tout simplement, où nous sommes revenus et nous avons ainsi bouclé la boucle de notre entretien. Merci beaucoup, peut-être à bientôt pour un nouveau récit de voyage. Nous en serions très, très heureux. Merci beaucoup. Super, moi aussi. Merci beaucoup. Where you go, has it hard